Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je me présente, Isabelle Collot, formatrice et consultante médico-sociale, responsable qualité pour les établissements de santé, donc les EHPAD, mais notamment aussi le service donc du maintien à domicile, et auteur de plusieurs livres, notamment sur la maladie d'Alzheimer, qui est aujourd'hui donc ma spécialité. Je vous propose donc une nouvelle vidéo qui s'appelle Aide alimentaire patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Cette vidéo donc vise à offrir des conseils. Elle ne remplace aucunement l'avis d'un professionnel de santé. Consultez votre professionnel de la santé de tout changement de l'état de la personne ou de toute question préoccupante ou d'inquiétude. Ce qu'il faut savoir bien évidemment à travers l'alimentation, je vais vous faire déjà un premier point sur la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Il faut savoir qu'elle a été donc découverte en 1906 par le professeur donc Alois Alzheimer. Il a fallu de nombreuses années pour qu'on puisse réellement comprendre le mécanisme, pour comprendre effectivement, on va dire, les aboutissants de cette maladie et mieux comprendre qu'est-ce qui se passait effectivement dans le cerveau d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est important de connaître aussi un peu les chiffres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 900 000 personnes sont diagnostiquées de la maladie d'Alzheimer pour des personnes effectivement de plus de 65 ans. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle des Alzheimer précoces, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir un diagnostic avant 65 ans. Et nous avons aussi ce qu'on appelle des bébés précoces, donc c'est moi qui les surnomme de cette manière-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 5000 personnes sont concernées par un diagnostic avant 50 ans. La personne qui a eu un diagnostic très jeune, elle avait seulement 25 ans, elle vit aux États-Unis et personnellement, en tant qu'aide-soignante, la personne effectivement dont j'ai eu à la prendre en charge avait seulement 44 ans. Donc tout un changement de vie qui s'installe après un diagnostic et qui va amener effectivement des complications dans tous les actes de la vie quotidienne. À savoir bien évidemment qu'on ne décède pas de la maladie d'Alzheimer, mais de toutes ses conséquences. On va parler donc de l'alimentation, mais avant de parler d'alimentation, on va bien sûr parler d'hydratation. Comme vous le savez, tout être humain a besoin de s'hydrater pour vivre. Autant vous pouvez rester un mois, voire plus, sans vous nourrir, mais au niveau effectivement de votre hydratation, elle permet d'éliminer vos toxines et il faudra impérativement boire au moins 1,5 litre, voire 2 litres d'eau par jour. C'est ce que tout être humain devrait faire effectivement pour éliminer correctement les toxines. Mais vous le savez, plus on va avancer dans l'âge et plus un Alzheimer va pouvoir se provoquer, plus effectivement ce mécanisme va être au ralenti. Dites-vous bien déjà que par un vieillissement naturel, notre organisme va perdre cette sensation de soif. C'est comme ça. C'est un mécanisme qu'on va tout savoir. Donc plus on va avancer effectivement dans cet âge-là, plus effectivement on n'aura plus cette sensation de soif. Mais qu'est-ce qui nous donne les consignes de ressentir la soif, ou qu'est-ce qui nous donne comme consigne de pouvoir ouvrir une bouteille ou tout simplement aller chercher un verre d'eau dans le frigo ou dans le robinet? Et bien c'est notre cerveau qui va nous donner bien évidemment ces consignes-là. Sauf que une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer n'aura plus ce même mécanisme que nous. C'est souvent l'exemple que je donne. Vous prenez en charge une personne, vous discutez avec elle, comment allez-vous, est-ce que vous avez bien dormi? Et la personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle va vous dire, aujourd'hui, il pleut. Et vous êtes donc, il pleut, il fait pas beau, il pleut. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, quand vous arrivez au moment de prendre en charge cette personne? Et bien, vous allez vous dire, oui, effectivement, il fait pas beau, on ne pourra pas sortir, c'est pas agréable, vivement le retour du soleil. Et la personne qui est toujours en face de vous, elle va continuer à insister sur cette pluie qui tombe, qui tombe, qui tombe. Et vous allez continuer à parler météo, météo, météo. Puis au bout d'un moment, vous allez constater effectivement que peut-être que votre patiente a des difficultés à articuler, que votre patiente a peut-être un petit peu, voilà, vous voyez la bouche qui est un peu sèche, effectivement. Puis au bout d'un moment, vous allez lui dire, est-ce que vous voulez un verre d'eau? Et en fait, au moment où vous allez lui servir ce verre d'eau-là, soit elle aura plus soif, soit effectivement, elle va vous le balancer. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrivait pas à vous verbaliser l'action. J'ai soif. Elle a juste fait une association d'idées entre la pluie qu'elle pouvait entendre, ou peut-être effectivement qu'elle a entendu de l'eau couler à la télé, ou qu'elle a vu un geste effectivement qu'elle a mémorisé visuellement, et qu'effectivement, elle a fait une association d'idées. Plutôt que de vous dire « j'ai soif », elle vous disait « il pleut ». Et donc vous, de l'autre côté, puisque vous vous êtes figé sur le mécanisme verbal que la personne était en capacité de vous dire, et vous étiez bloqué sur le mot météo. Or que finalement,
Ça faisait déjà 1 heure qu'elle essayait de vous verbaliser les choses. J'ai soif. Et c'est ce qui peut provoquer effectivement tout changement de comportement et d'attitude. Pouvoir provoquer aussi de l'agitation, de l'agressivité, de la violence. Ça fait 1 heure que je te demande effectivement de l'eau, mais que tu me parles météo. On ne se comprend pas. Donc effectivement, au bout d'un moment, puisque je n'arrive plus à me faire comprendre, je vais exprimer les choses différemment. Soit je vais développer, comme je vous l'ai dit, de l'agressivité, de la violence, etc. Soit je vais avoir un repli sur moi-même et je ne vais plus communiquer. Pourquoi veux-tu que je communique? Puisqu'effectivement, tu n'as pas les capacités de me comprendre. Et c'est un peu toute la philosophie, la problématique que nous avons avec la maladie d'Alzheimer. C'est que bien évidemment, cette personne, avec le temps et l'évolution de la maladie, n'aura plus les capacités de verbaliser les choses. Elle ne sera pas en capacité de vous dire « j'ai soif ». Donc elle va trouver des associations d'idées, elle va essayer de vous amener à cette information-là par différentes actions, principalement par de la communication non verbale. Dites-vous bien aussi que le mécanisme de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer va forcément avoir des connexions qui vont être différentes. Qui c'est qui nous donne ces informations de connexion? C'est notre cerveau. Donc il faut que notre cerveau nous donne une connexion bien spécifique pour ressentir déjà la soif. Mais une fois qu'on a le verre d'eau devant nous, ne serait-ce qu'une bouteille devant nous, il faut que aussi notre cerveau nous donne de l'information de prendre la bouteille, d'ouvrir la bouteille, de nous mettre la bouteille à la bouche, de pouvoir effectivement prendre de l'eau et avaler. Tout ça, c'est notre cerveau qui nous donne des automatismes. Ces automatismes-là, on les a. Mais effectivement, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer n'a plus ces connexions automatiques. Donc plus l'évolution de la maladie va s'enclencher, plus effectivement il faudra passer par de la stimulation. Donc nous, notre rôle effectivement, c'est de donner de la stimulation à la personne. Elle ne saura pas ce que c'est que boire, elle aura encore moins la sensation de boire. Et on doit être constamment effectivement dans ce mécanisme-là, puisqu'on sait très bien qu'elle ne sera plus non plus en capacité de nous verbaliser ces actions-là. Donc être dans l'observation, bien évidemment, de la communication non verbale pour éviter certaines problématiques. Vous voyez, il pleut, et en fait, la personne, elle avait soif. Tout ce mécanisme-là s'effectue effectivement dans différentes tâches de la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Donc pensez bien évidemment à stimuler votre patient. Dites-vous bien qu'il ne sera plus en capacité de vous faire certaines demandes. Il y a plusieurs stades de la maladie d'Alzheimer, il en existe 7, mais plus l'évolution de la maladie va s'enclencher, plus effectivement les capacités vont diminuer, les notions de réflexion, d'analyse et de mémorisation aussi vont disparaître. La maladie d'Alzheimer en soi, c'est une perte de mémoire immédiate, c'est-à-dire que je ne suis pas en capacité de me rappeler ce que j'ai pris ce matin à mon petit déjeuner. Par contre, par flash, je suis capable de vous dire que hier, je suis allée au mariage effectivement de mon fils. Même si le mariage de mon fils, c'était il y a 10 ans ou 15 ans. C'est une émotion qui a été retranscrite et qu'effectivement, la personne est en capacité de vous dire qu'elle a été au mariage de son fils. Par contre, il n'y a plus effectivement de notion de date et de temps. Donc pour la prise en charge d'un repas, bien évidemment, la stimulation au niveau de l'hydratation sera primordiale. Donc pensez bien évidemment à sensibiliser votre patient, à le faire boire, à surveiller bien évidemment sa prise. Ce n'est pas uniquement lui donner un verre d'eau, il faut que vous surveillez qu'il soit encore en capacité d'avoir des connexions pour pouvoir amener le verre d'eau jusqu'à la bouche et pouvoir surtout avaler. Vérifiez bien évidemment que la déglutition se fasse correctement. Si on parle maintenant principalement de l'installation pour le repas, bien évidemment, il y a certaines personnes qui ne seront plus en capacité de pouvoir se nourrir seules. Donc il y aura un avis médical qui sera posé effectivement sur des modifications après techniques qui pourront aider cette personne à pouvoir se nourrir le plus longtemps possible. Vous, effectivement, en tant que soignant, vous avez un rôle à jouer primordial. Première des choses, quand vous prenez en charge une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, veillez et surveillez bien évidemment à sa posture. Vous allez l'accompagner à table où cette personne n'est plus en capacité de pouvoir se lever. Il y aura peut-être une installation à faire au lit. Il faudra veiller de toute manière, et peu importe le lieu où vous allez lui donner à manger, il faudra impérativement faire attention à sa posture. Une bonne posture va limiter effectivement les risques de fausse route. Rappelez-vous que c'est la connexion qui nous donne des informations. Prenez l'exemple simplement vous, quand vous prenez en charge un repas, vous mangez et vous faites des gestes automatiques. Vous prenez une fourchette, vous l'emmenez dans la bouche, vous mastiquez, vous déglutisez et vous avalez. Dites-vous bien qu'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer n'aura peut-être pas les connexions pour toutes ces étapes. Donc il faut déjà qu'elle prenne la fourchette en sachant effectivement
qu'est-ce que c'est qu'une fourchette. Il faut quel est le geste et la connexion nécessaire pour pouvoir prendre la fourchette et l'accompagner à la bouche, ouvrir la bouche, qui est une deuxième connexion. Il faut après que la personne ait le réflexe de mastiquer, déglutir et avaler. Tout ça, ce sont des connexions que notre cerveau nous donne. Et vous allez être confronté à certaines situations que la personne, elle va ouvrir la bouche par automatique, elle a eu la connexion. Et puis après, la nourriture restera dans la bouche et la personne ne sait plus du tout ce qu'elle doit faire. Donc faites attention, bien évidemment, au risque de fausse route. Aujourd'hui, 80% de nos seniors décèdent effectivement de problèmes pulmonaires. Donc il est important effectivement de veiller à tout ça. Les risques pulmonaires très souvent sont liés à des problèmes de fausse route. Pourquoi ? Les fausses routes, comme vous le savez, c'est un aliment qui va passer dans le mauvais tuyau, pour schématiser un petit peu, et qui provoque une obstruction respiratoire. Donc la personne n'est plus en capacité de pouvoir respirer. Donc soit vous lui faites une petite tapette dans le dos, vous la remettez bien droite et vous l'aidez à respirer et ça passe bien évidemment, soit la technique est beaucoup plus importante et on fait ce qu'on appelle la méthode Imlich avec une compression au niveau thoracique pour évacuer le corps étranger. Une fois que vous avez éliminé le corps étranger, la personne retrouve des couleurs et retrouve sa respiration. Et là généralement vous vous dites c'est bon, la personne elle respire, elle est sauvée. Oui, elle est sauvée d'une certaine façon puisqu'elle a retrouvé ses capacités respiratoires. Mais dites-vous bien qu'il y a quand même des résidus qui vont s'installer directement dans la cage thoracique. Nous, quand on avale de travers, on a différentes techniques pour que les choses puissent passer, mais on est actif. Donc effectivement, nous aussi, on a des résidus qui s'installent dans la cage thoracique, mais qui va avec le temps se dissimuler naturellement. Nos seniors aujourd'hui, ou une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, forcément est souvent une personne qui va devenir sédentaire, par peur de tomber, par peur de déplacement, etc. On a des personnes, oui, qui déambulent, mais on retrouve en fonction de l'évolution de la maladie, et surtout sur des stades très avancés, à partir d'un stade 5 principalement, des personnes qui vont devenir beaucoup plus sédentaires. Donc les fausses routes vont s'intensifier, puisque la connexion ne se fera plus correctement. Donc une personne, dites-vous bien, qui va faire une fausse route, ça sera forcément une personne qui va refaire une fausse route. Je ne dis pas le repas d'après, peut-être la semaine d'après, mais elle sera sujet aux fausses routes. Donc automatiquement, il va y avoir des résidus qui vont s'installer et rester dans la cage thoracique. Et avec le temps, l'évolution, malheureusement tout ça, ça risque de s'infecter. Et plus l'évolution de la maladie va s'engendrer, plus il y a de risques de fausses routes qui vont s'installer. Et malheureusement, on va être face à des personnes qui vont commencer à s'essouffler. On va être face à des personnes qui vont commencer à tout sauter. On va commencer à avoir des personnes effectivement qui vont avoir des sécrétions, mais qui n'auront plus le mécanisme de les évacuer naturellement. Et malheureusement, ces fausses routes à répétition qui vont commencer à s'installer beaucoup plus régulièrement vont provoquer dans le temps des problèmes pulmonaires. Donc l'importance bien évidemment, c'est de veiller à la bonne installation de votre patient. Dites-vous bien aussi que les fausses routes, ce n'est pas uniquement après la dernière fourchette. On peut faire ce qu'on appelle des fausses routes tardives, c'est-à-dire 1 heure après la dernière fourchette. Pensez bien sûr donc à une bonne installation, à la présentation. N'oubliez pas qu'on mange avec les sens. Et oui, on mange principalement avec nos 5 sens. Donc pensez bien évidemment à faire une belle présentation. J'attire tout de même votre attention sur les sets de table. On aime bien mettre un petit set de table, effectivement, qui soit attrayant, c'est-à-dire avec des images, des fois c'est des animaux, des fleurs, etc. C'est une bonne idée pour ceux, effectivement, qui n'ont pas de troubles cognitifs, notamment sur Alzheimer. Mais faites attention, effectivement, que ça ne perturbe pas plus la personne. Je m'explique. On est sujet avec la maladie d'Alzheimer à des risques d'hallucination. Donc effectivement, si vous mettez un joli set de table avec des papillons et des fleurs, la personne risque de se concentrer davantage sur ces animaux ou sur ces fleurs de couleur qui vont attirer directement son attention. Et plutôt que qu'elle se concentre sur son assiette, elle risque progressivement d'essayer de vouloir attraper ce qu'il y a sur le set de table. Donc elle ne pourra pas être concentrée complètement sur ce que vous lui demandez, c'est-à-dire de pouvoir se nourrir et s'hydrater. Donc premier point, faites attention bien évidemment au set de table. Faites aussi attention bien sûr à la texture alimentaire et au régime alimentaire. Il est important que vous ayez notion et conscience de ces informations-là avant de prendre en charge votre patient. Est-ce que votre patient a des allergies ? On doit faire aussi attention au goût de la personne, sachant que naturellement, avec le mécanisme du vieillissement naturel, on sait que plus la personne va prendre de l'âge, moins la sensation de goût sera présente.
on aura moins effectivement des envies, on va plus passer sur des extrémités. Je sens plus le salé et je sens plus le goûter, tout ce qui va être un peu plus sucré. Donc on doit essayer de bien mettre ça en avant, favoriser bien évidemment le goût de votre patient. Faites aussi attention à la texture alimentaire qui doit être encadrée bien évidemment par acte médical, c'est-à-dire si une personne doit manger mixé, ça doit être prévu par le médecin. Donc ça, c'est des informations effectivement qu'il est nécessaire et important que vous ayez notion et conscience. Deuxième point, la présentation de l'assiette. Comme je vous l'ai dit, on mange avec les 5 sens. Donc c'est important que déjà à la vue, ça donne envie. Pensez à faire une belle présentation. Un autre point important sur lequel j'invite et de faire vraiment attention, c'est les couleurs. Si vous avez une assiette rouge, que vous mettez, je ne sais pas, de la salade, donc c'est vert. Si vous mettez des carottes, c'est orange. Si vous mettez de la viande, on va dire que c'est marron. Et si vous mettez de la purée de pommes de terre qui est plutôt jaune-blanche, ça fait encore une couleur de plus. Essayez de faire attention à la présentation, oui, mais aussi au nombre d'informations que vous allez mettre dans cette assiette-là. Essayez une assiette déjà qui va être unie, neutre au niveau de la couleur, principalement une assiette blanche. Et au niveau donc de l'information que vous allez mettre dans cette assiette, essayez de ne pas mettre plus de 2 couleurs. Plus vous allez mettre d'informations, plus effectivement vous allez risquer de perdre la personne dans ce que vous allez lui demander. Une phrase, une action, c'est la prise en charge du repas. Donc on essaye d'orienter sa concentration sur ce qu'elle doit manger. Donc il est important, en tout cas c'est le conseil que je vous donne, de ne pas mettre plus de 2 couleurs dans l'assiette de la personne. Donc on mange avec la vue, mais on mange aussi avec le goût. Donc certains établissements, effectivement, quand vous travaillez par exemple à domicile, c'est beaucoup des livraisons de repas. Ça n'empêche pas effectivement de faire une belle présentation et ça n'empêche pas de relever un petit peu le goût. Ben, c'est pareil, effectivement, c'est des conseils qui peuvent être mis en place. On sait que la personne, au niveau du goût, il y a une perte gustative qui s'installe effectivement avec le temps. Et la maladie d'Alzheimer étant aussi présente, on doit relever le goût. Relever le goût ne veut pas dire mettre des épices, mais en tout cas mettre certaines aromates qui va permettre de donner plus effectivement d'impulsion gustative et qui donnera beaucoup plus de plaisir aussi à la personne. N'oubliez pas aussi qu'on mange avec l'odorat. Oui, notre sens est aussi bien présent, mais plus l'évolution de la maladie va être présente, plus aussi ce sens-là va avoir des difficultés. Donc c'est important quand on fait une belle présentation que ça donne aussi envie à la personne en le sentant de pouvoir nous donner un peu d'appétit. On mange aussi avec les oreilles, dites-vous bien. C'est toujours quelque chose qui fait sourire quand je le dis, mais c'est bien vrai. Vous n'avez peut-être pas faim, vous n'avez peut-être pas envie de manger, mais moi je peux vous garantir, si à côté de vous, j'ouvre un paquet de gâteaux, un paquet de chips, ne serait-ce que le frigo, ne serait-ce que entendre, ça peut vous donner en appétit. On est face à un public atteint de la maladie d'Alzheimer, donc on va travailler et accentuer effectivement la prise en charge au niveau des sens. Un autre conseil que je vous donne, favorisez si c'est possible, manger main. Oui, le toucher fait aussi partie d'un sens. La personne aura peut-être des difficultés à utiliser une fourchette parce que tout simplement elle ne sait plus ce que c'est qu'une fourchette. Donc laissez-la effectivement manger avec les mains, ça fait partie d'un repas thérapeutique et ça permet bien évidemment de créer toujours du lien avec le contact avec la nourriture. Et notre objectif bien évidemment dans notre action, c'est que la personne puisse s'hydrater mais aussi pouvoir s'alimenter correctement. Donc favorisez les 5 sens, attention à la présentation de votre assiette, favorisez aussi l'installation de votre patient, pas plus de 2 couleurs dans l'assiette. Et c'est pareil, on évite autour du plateau repas ou autour de l'assiette de mettre trop d'informations. Si vous mettez fourchette, couteau, cuillère, assiette, les 2 verres, plus le pain, plus la carafe d'eau, ça fait beaucoup d'informations. Allez à l'essentiel de votre présentation pour que la personne puisse bien évidemment se concentrer sur la tâche que vous lui demandez. On vous demandera aussi, et c'est un autre petit conseil que je vous donne, bien évidemment de faire attention au bruit ambiant. Si la personne a l'habitude de manger devant la télé, laissez-la bien sûr manger devant la télé, mais si vous lui parlez en même temps, elle ne pourra pas être concentrée sur l'action que vous lui demandez de manger, se concentrer sur la télé et se concentrer sur ce que vous lui dites. Donc il faudra faire des choix. On oriente effectivement ces choix-là, mais on n'impose pas les choses. On n'est pas là pour imposer les choses, mais pour donner à réfléchir. Votre priorité, c'est de pouvoir hydrater la personne correctement et qu'elle puisse bien évidemment se nourrir du mieux possible et dans des bonnes conditions en faisant bien attention toujours aux fausses routes. Vous pouvez travailler effectivement sur différents exercices avec votre patient. Ce qu'on va dire des exercices au niveau des lèvres. On va essayer de travailler les muscles du visage, de la langue. C'est des choses qui peuvent être mises en place aussi par une orthophoniste pour éviter les risques de déglutition.
Mais vous aussi, vous pouvez pratiquer certains de ces exercices, ne serait-ce que certains massages du visage peut aider effectivement à déjà éviter tout ce qui est le stress et l'angoisse. Une personne qui est sujet aux fausses routes aura peut-être peur effectivement, même si elle ne se rappellera pas physiquement de sa dernière fausse route. Par contre, émotionnellement, elle va le ressentir. Et ça peut être une angoisse de s'installer à table, simplement par peur inconsciente de pouvoir faire une fausse route. Donc il serait impératif de travailler aussi sur les émotions. La personne ne sera pas en capacité de vous dire j'ai peur de faire une fausse route, j'ai peur d'étouffer. La seule chose qu'elle va vous dire c'est j'ai pas faim. J'ai pas faim, pourquoi? Généralement il y a plusieurs causes au refus de prise en charge des repas. Généralement ça peut être j'ai pas faim parce que j'ai peur que tu m'empoisonnes, je ne sais pas qui tu es. Alors même si vous vous présentez, vous dites que vous êtes là pour accompagner, n'oubliez pas qu'on est face à un public Alzheimer, donc la perte de la mémoire immédiate est très présente. Donc j'installe un repas devant vous, je ne te connais pas, je ne sais même pas où je suis des fois. On est face à des personnes qui sont souvent dans un désert et qui n'ont aucun repère. Donc moi demain je viens chez vous et je vous propose effectivement un repas. Est-ce que vous le prendriez? Je ne pense pas, puisque vous ne me connaissez pas. Et c'est pareil, effectivement, psychologiquement, pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, le mécanisme est exactement les mêmes. Les principaux causes de refus, on retrouve la peur d'être empoisonné et la peur d'étouffer. Donc gardez bien ça en tête, une personne qui refuse de s'alimenter, ce n'est pas anodin, il faut vraiment se poser les bonnes questions, notamment avec un public de type Alzheimer. Pourquoi? Pourquoi la personne refuse de s'alimenter? Est-ce qu'elle rencontre une difficulté? Dites-vous bien que la première des choses que la personne va avoir des difficultés à accepter, c'est sa situation de mise en échec. Je ne sais plus ce que c'est qu'une fourchette, j'y arrive plus et je dépends de vous. Donc nous, on doit encourager la personne, on doit favoriser bien sûr son autonomie. Essayez bien évidemment de mettre des astuces en place pour pouvoir que le repas se passe le mieux possible. Rassurez votre patient. Dites-vous bien qu'aujourd'hui 90% des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer souffrent d'anxiété parce qu'ils n'ont pas de repères. Toutes les informations qu'on leur donne sont compliquées parce que très souvent effectivement elles ne les comprennent pas correctement. Donc il est important de pouvoir bien sûr avoir de la patience, vous adapter au rythme de votre patient, faire attention bien évidemment aux causes de fausses routes, tardive ou immédiate, s'adapter au rythme de la personne, pensez bien évidemment à la présentation, à sa posture. Vous pouvez, comme je vous dis, travailler sur certains exercices qui vont permettre à la personne de travailler les muscles du visage. Il peut y avoir des recommandations aussi au niveau de la rééducation, au niveau de ces points-là. Mais dites-vous bien que c'est notre cerveau qui nous donne des bonnes connexions. Si la personne effectivement rencontre certaines difficultés, c'est qu'au moment où vous lui parlez, elle n'a plus les connexions nécessaires de faire cette action-là. Donc il faut attendre un petit peu, ne serait-ce peut-être que 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je sais que des fois on n'a pas le temps, mais on a besoin, c'est un devoir effectivement quand on prend en charge ce type de public-là, de s'adapter à son rythme. Sinon effectivement on est un petit peu, vous voyez, comme le petit bonhomme qui vous demandait de l'eau et puis vous lui parlez météo. On est deux personnes face à face qui ne sont pas en capacité de parler la même langue. Ne vous focalisez pas entièrement sur la verbalisation de l'information, développez tout ce qui va être la communication non verbale. C'est vraiment primordial, bien évidemment, avec ce type de public atteint de la maladie d'Alzheimer et peu importe l'âge de votre patient. Cette vidéo, comme on l'a dit et je vous le répète, vise à offrir des conseils et ne remplace aucunement l'avis d'un professionnel donc de santé. Consultez votre médecin si vous constatez tout changement de l'état de santé de la personne ou si vous rencontrez des questions préoccupantes et qui vous inquiètent. Il est important évidemment d'avoir un bon suivi et de pouvoir adapter la prise en charge de la personne dans des bonnes conditions. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.